Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, votre magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. En Afrique, les Africains peuvent-ils voyager sans les visas? En tout cas, c'est une idée qui pourrait permettre de résoudre la question du développement, du commerce, des investissements et même résoudre la question du chômage. Une telle idée a fait ses preuves en Europe. On voit l'espace Schengen. Est-ce qu'en Afrique, cela est possible? Une Afrique sans les visas pour les Africains. Qu'est-ce qui peut freiner un tel projet? En tout cas, l'idée est sur la table de l'Union africaine depuis quelques années. Aujourd'hui, avec nos invités, on fait le point et on analyse la situation. Monsieur Idrissa Keïta, vous êtes journaliste consultant. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie plutôt, monsieur Stéphane, et je salue toute la rédaction de Médium TV. Et avec nous sur ce plateau, monsieur Serge Patrick de Souza, vous êtes consultant politique. Merci encore d'être avec nous. Merci à vous, monsieur Stéphane. Alors, messieurs, vous sillonnez bien souvent l'Afrique dans le cadre de vos activités. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la libre circulation est effective, elle est plus apaisée sur le continent? Ça dépend des zones. Vous savez, en Afrique, il y a une particularité, c'est que la libre circulation dépend du partenariat, de la coopération qui existe entre différents États. Donc, vous allez voir, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, il y a une libre circulation sur les frontières directes. Ça n'a rien à voir avec les questions de Schengen ou pas, c'est naturel. D'un point de vue historique, on s'est dit que c'est des peuples qui se connaissent culturellement, c'est des peuples qui vivent ensemble. Et donc, c'est naturel que ces peuples-là puissent pouvoir circuler d'un territoire à un autre. C'est moins économique que culturel. Et après, si nous voudrions aller plus loin, peut-être dans l'Afrique centrale, là, c'est compliqué parce qu'il y a certains États où on a besoin de visas. Et donc, effectivement, quand on aborde la question sur ce temps, on arrive à ce niveau-là, effectivement, ça pose un problème de libre circulation et de dynamique économique. Donc, il faut quand même regarder cet aspect-là. Voilà. Alors, je me tourne vers vous, M. Idrissa Keïta. On parle bien souvent ces dernières années de la ZLECAf. On parle de libre circulation des personnes et des biens. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous appréhendez cette question de libre circulation d'abord? Vous savez, l'Afrique a 60 ans d'indépendance, plus de 60 ans d'indépendance. La ZLECAf existe depuis un très bon moment. C'est-à-dire, depuis même après les 50 ans d'indépendance déjà, on avait réfléchi à créer ce cadre-là, la ZLECAf. Je vais plus loin. Depuis les indépendances, le rêve des pères Kwame Nkrumah, Sékou Touré et autres, l'OUA, c'est vrai que c'était une union, mais c'était aussi quelque part pour que et les peuples et tout le monde puissent se retrouver. 50 ans après, les réflexions aboutissent à la ZLECAf, et en autant d'années de création, on se rend compte que les visas sont encore là, les restrictions sont totales. Moi, je vous citerai un exemple. Je tourne beaucoup entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Mali. Si tout de suite je prends mon car à Abidjan, je dis bien le car, pas l'avion. Quand j'arrive pendant que je traverse la Côte d'Ivoire, tous les barrages où je serai, ce sont les citoyens des autres pays qui vont payer. En tout cas, quand on arrivera à la frontière, parce que les barrages, plus ou moins à des endroits, c'est le chauffeur, souvent, mais à la frontière quand même, là, les citoyens ivoiriens ne donneront rien, mais ce sont les citoyens des autres communautés, des autres pays qui vont payer de l'argent. Et souvent, c'est à la tête, 5 000, 2 000, 10 000, ça dépend. Après, une fois qu'on rentre dans le territoire malien, les citoyens maliens sont exemptés de frais. Ce sont les citoyens ivoiriens et les autres qui vont payer. Et une fois que, comme le Mali et la Guinée, il y a une frontière, ils vont arriver à cette frontière qui s'appelle Kouré-Malais. Là encore, ce sont les citoyens guinéens qui sont dans le car, qui ne vont plus payer jusqu'à Conakry. Mais ce sont les Ivoiriens et les Maliens et tout le monde qui vont payer. Ça voudrait donc dire que la question des frontières, on le chante des visas ou des frontières communes, on le chante partout. Mais dans les faits, ces contraintes-là sont là. Et c'est d'ailleurs pour laquelle il y a même une cinéaste non des moindres du Burkina, Madame Apolline Traoré, qui a créé le film Frontières, qui est passé à travers plein de canaux, qui n'est pas méconnu, qui explique justement cette réalité-là pour dire que l'intégration entre pays, ces restrictions et parfois même ces visas aussi, compliquent la donne et il serait temps d'y songer. Alors, et on voit depuis quelque temps, en tout cas, le Kenya, le Rwanda, on voit ces initiatives qui sont un peu mises partout. Est-ce que
on va dire, les conditions sont aujourd'hui arrivées à maturité pour permettre qu'on supprime les visas entre les différents pays africains? Déjà, je voudrais dire que c'est que mon frère Traoré, Keïta, pardon, vient de citer. En fait, ce sont des situations, je dirais, non officielles. Ça n'a rien à voir avec les visas. Effectivement, aux frontières, il y a ce genre de prime, un griffe qu'on donne pour pouvoir circuler, mais c'est vraiment non officiel. Parce que moi, j'ai déjà fait ce genre de voyage où je n'ai pas eu besoin nécessairement de donner quelque chose. Maintenant, est-ce que nous sommes suffisamment prêts? Comme je l'ai dit, il y a un contexte qu'il faut prendre en compte. Le contexte sécuritaire, la capacité des États à pouvoir, je vais dire, protéger l'intégrité de leur territoire. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les différentes crises que nous vivons au niveau international ont nécessairement un impact direct ou indirect sur la qualité des relations qu'il y a entre les différents États. Et ce qui fait que même quand on voit, par exemple, au Mali, au Burkina, les coups d'État qui se sont succédés, tout de suite les frontières sont fermées. Et ça pose aussi un problème. Parce que quand on dit qu'il y a une zone de libre-échange, il y a une zone d'ouverture, ça prend en compte des aspects démocratiques, ça prend en compte des aspects culturels, ça prend en compte des aspects économiques. Et donc, vous avez donné un mot, l'espace Schengen. En Europe, c'est surtout une sorte de suivi économique et en termes de positionnement de puissance qui a nécessité la création de l'UE. Parce que quand on regarde l'histoire du continent européen, même du monde, ce sont des blocs qui se sont constitués, qui ont évolué. Mais en Afrique, par exemple, c'est plus ou moins différent parce que les zones d'influence que constituent certains territoires africains sont, c'est-à-dire les mentors de ces zones d'influence-là sont carrément différents, ils ne s'entendent même pas. Du coup, c'est souvent difficile de dire, bon, nous allons aller, dans le cas de la ZLECAf par exemple, élargir cette histoire de libre circulation. Je pense que ce thème a été pris même par la Libye à l'époque avec père à son âme Muammar Kadhafi, mais ça n'a pas prospéré pour des questions politiques, pour des questions de géopolitique. Voilà, donc aujourd'hui la question de maturité, je me dis que ce n'est pas une question de maturité, mais c'est surtout une question de volonté politique et de priorité en termes de sécurisation, en termes d'affirmation des différents États qu'ils sont. Voilà. Alors permettez-moi une question parce que oui, je vais vous laisser rebondir, mais il y a un exemple qui m'est venu un peu pendant qu'on faisait nos recherches. On voit le Rwanda qui s'ouvre, qui est ouvert maintenant. On a vu les Seychelles, le Bénin même qui accepte en tout cas tout ressortissant africain sans forcément le visa. La Gambie aussi. Hein. La Gambie aussi. Mais on a un pays qui est vraiment symbolique pour nous, l'Éthiopie, Addis Abeba, qui accueille le siège de l'Union africaine. Mais Addis Abeba requiert des visas pour les pays africains qui viennent au niveau de la symbolique. Comment vous percevez cela? Bon, j'avoue que c'est un gros paradoxe. Parce que de fait, Addis Abeba dans cette posture est une capitale en soi pour le continent. C'est vrai que moi-même, je suis de très près même Addis Abeba, pas par rapport à l'UA, mais par rapport au Parlement panafricain aussi. Le Parlement panafricain, bien que le siège soit en Afrique du Sud, à Midrand, mais les parlementaires de cette instance sont toujours aux assises de l'UA. Ils ont leur mot à dire, ils prennent part aux travaux aussi. Et j'avoue que c'est quand même un gros paradoxe. Parce que, comme je l'ai dit, on a parlé de l'Union africaine, l'OUA, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, mais quelque part, ça peut aussi se comprendre. L'Éthiopie, bien qu'elle abrite tous ces pays-là, c'est un pays qui s'est permanemment retrouvé dans des situations de conflit. Là, par exemple, le Premier ministre Abiy, depuis plus de 6 ans, est dans cette fameuse guerre, dite guerre du Tigré, où il fait face à une rébellion. Quelque part, les questions... Il a parlé de transition, mon vis-à-vis, M. Souza. Parce qu'effectivement, une fois que l'insécurité prend forme sur une petite partie ou à travers tout le territoire, ou qu'on est dans une période d'exception, systématiquement, on va dire que la boîte de Pandore est ouverte. Donc c'est ce qui fait que directement, il y a des restrictions, fermeture de frontières ou même les visas. Ensuite, au niveau du Parlement panafricain quand même,
je sais quand même qu'il y a une politique qui est mise en avant. Ça s'appelle le protocole de Maputo. Et c'est justement quelque chose qui va en phase avec notre thème du jour. La suppression des visas, la libre circulation des personnes, la communauté des peuples. Et c'est même chapeauté par l'honorable Aïssata Alassane Cissé Haïdara, dite Château, qui même récemment, il y a moins de 2 semaines, et l'année passée lors du Forum des femmes leaders d'Afrique, multiplie même les sorties pour que l'Union africaine et même la CEDEAO puissent lever les restrictions contre les leaders et les cadres du Mali et de la Guinée, du Burkina et même du Niger, pour qu'ils puissent voyager et puissent se déplacer. Parce que ces leaders, bien qu'ils soient vus comme des personnes qui ont violé le processus démocratique, s'ils ont des visas, s'ils peuvent aller à l'Union africaine, ils peuvent prendre part au sommet de la CEDEAO, ils seront à même d'expliquer les réalités de leur pays mieux que les autres. Donc, comment dirais-je, la suppression des visas aussi, le point sur lequel je veux beaucoup insister, c'est la coopération sud-sud. On entend ça depuis longtemps, coopération sud-sud, sud-sud. Des pays voisins presque ne font rien ensemble, alors que paradoxalement, l'un d'eux a une relation plus poussée avec soit l'ancien colon, ou peut-être même un pays d'une autre zone. Pourtant, ce sont les mêmes communautés, ce sont les mêmes gens. Et pour en revenir aux visas qui viennent d'être levés, moi, venant du Rwanda et du Kenya surtout, moi, ça ne me surprend pas. Hein. L'Afrique australe est une zone qui a toujours été free. Je ne vous apprends rien. Le Rwanda, bien que c'est un président qui multiplie les mandats, ça devient un peu gênant, agaçant, mais reste que dans sa gouvernance, c'est un pays qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup émergé. Pour clore, je cite un exemple sur la téléphonie pour expliquer un peu ces contraintes de visa. Nous sommes à l'heure du mobile money. Orange Money, MTN Money. Je vais prendre 3 opérateurs, Orange, MTN et Airtel, qui sont les plus visibles à travers toutes les zones du continent. C'est en Afrique centrale même que le mobile money est né. Et eux, ils sont à un niveau où, moi par exemple, Keïta, j'ai Orange, vous monsieur, vous avez Move, lui il a Airtel, mais nous 3, on peut se faire des transactions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction d'Orange à Orange, de Move à Move, ainsi de suite. Toi, tu as ton opérateur, j'ai mon opérateur, je peux t'envoyer comme toi. Et là, ça facilite énormément de choses. Ça unit. Donc, si nous aussi, entre pays africains, on est à même de se fréquenter les uns les autres, comme par exemple, on a parlé de l'Afrique centrale, parce que bon, nous sommes dans une zone CFA, c'est la seconde zone. Si c'est facile de se retrouver les uns les autres, ça va plutôt faciliter la diplomatie, ça va rapprocher les populations et ça va ouvrir énormément de fronts sur le monde des affaires. Parce que c'est là où on peut se découvrir, c'est là où on peut mettre les portefeuilles en commun. Et je crois que même si on réussit à faire tout ça ensemble, certains pays ne s'amuseront même pas à inviter un seul continent autour de la table. Justement, vous avez pris l'exemple du Rwanda tout à l'heure. On a vu que bien quelques années en avant, le Rwanda avait fait l'expérience de délivrer des visas uniquement à l'entrée du pays avant d'arriver à supprimer ces visas définitivement. Mais on a vu que cela a boosté le commerce, en tout cas les investissements à l'intention du Rwanda de plus de 100% selon le directeur du commerce extérieur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, supprimer les visas, ça va véritablement relancer le commerce intra-africain? Déjà, il y a un projet qui existe, je ne sais pas si il y a le passeport biométrique, oui, qui était quand même une initiative qui constituait à anticiper sur cette question, de sorte à ce que quand tu as le passeport, tu peux facilement être dans les différents pays. Et je pense qu'il y a aussi la 4CDAO, oui, qui est un projet qui doit être mis en œuvre aussi. Donc je pense que ce sont des initiatives de coopération et d'intégration, si on peut le dire ainsi. Effectivement, quand on arrive à ouvrir les frontières, ça donne la possibilité, mais je veux dire, ça allège quand même les différentes charges des différents investisseurs. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique, pas seulement en Afrique, mais la plupart des États tirent leurs ressources. Hormis les ressources naturelles, ils tirent les ressources des avantages des douanes. Et donc, c'est normal que quand il y a une ouverture comme cela, les gens ont plus envie d'aller investir, d'aller commercer, d'aller faire des échanges. Voilà. Et vous voyez que, je vais dire, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Afrique même de manière globale,
comme je l'ai dit, ça dépend d'une volonté politique, parce que finalement, il y a des questions essentielles qu'il faut pouvoir prendre en compte. L'intégration africaine, si cette intégration est prise d'un point de vue politique, ça va toujours ralentir. Parce qu'il y a énormément d'influences extérieures. Quand on prend par exemple l'UIA, mais l'UIA n'est pas à 100% autonome, d'autant plus que peut-être près de 50% de son financement vient, pas de l'Afrique, mais d'un autre continent. Alors que l'intégration dont nous parlons, c'est quoi? C'est de faire une ouverture pour la concurrence des différentes multinationales qui existent, qui opèrent dans nos différents pays. Quand on prend le secteur de l'or en Afrique, mais qui a le monopole du secteur de l'or? La plupart des pays où il y a un sous-sol riche en termes d'or, de minéraux, c'est la Chine qui se positionne. Quand on prend le secteur agricole, c'est l'Europe. Après, nous, il y a des petits échanges qui se font pour la consommation directe, mais en termes industriels, en termes de grande consommation, mais c'est surtout le continent européen qui a un fort positionnement ici. Ce qui fait que si nous faisons l'ouverture, vous allez voir qu'il y aura des champions africains qui vont s'élever. Regardons au Nigeria. Au Nigeria, il y a Aliko Dangote avec le gouvernement qui sont en train même de raffiner le pétrole sur le territoire. Mais imaginez-vous un instant que, à cause de cette possibilité en griffe d'espace Schengen au niveau de l'Afrique, est-ce que vous ne pensez pas que en raffinant le pétrole là-bas, c'est une ouverture en termes de marché qui est ouvert pour Aliko Dangote? Il va venir rivaliser avec toutes les autres structures françaises, chinoises et consorts au niveau de l'État des États africains. Donc je veux dire que derrière, il y a la question politique qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi ce système est lourd, ce dispositif est lourd. La ZLECAf aujourd'hui, il y a combien d'États qui ont ratifié la ZLECAf? Ils ne valent même pas la 50% des 55 États africains. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable problème politique d'abord. Après, maintenant, ça va dépendre si nous voulons mettre en avant des questions économiques, culturelles, touristiques et consorts. Je pense que ça peut aller encore plus facilement. Alors vous parlez de volonté politique. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire, en tout cas dans les années 60-70, où le premier président Félix Houphouët-Boigny, pour répondre à certaines exigences, a ouvert quand même le marché de l'emploi aux pays membres de l'Afrique, de l'AOF, on va le dire ainsi. Mais est-ce que vous pensez que si jamais on supprime les visas en l'état actuel, on n'aura pas de surpopulation dans certaines zones où les conditions de vie et de travail sont plus abordables que d'autres? Oui, je vous laisse rebondir d'abord. Ok, je voulais dire que vous voyez, la démographie est une donnée stratégique. C'est pourquoi, lorsqu'on demande à ce que en Afrique on fasse attention, mais c'est carrément, je vais dire, paradoxal. La Chine est la Chine pour le nombre d'habitants que la Chine constitue. L'Inde est respectée aujourd'hui pour le nombre d'habitants que l'Inde constitue. L'Afrique fait un marché d'un peu plus de 500 millions de consommateurs. Quand on fait les projections, c'est pourquoi vous voyez, il y a le sommet italo-africain, russe, Afrique. Pourquoi? Parce que quand on fait la projection, dans 50 ans, l'Afrique va avoisiner les plus d'1 milliard. Mais c'est un marché de consommation qui est énorme. Donc, je vais dire, quel que soit le nombre de personnes qui vont exister, comme vous dites, la migration d'un État à un autre, la migration d'un peuple qui va aller se chercher dans un autre peuple. Mais je veux dire, si politiquement cette migration est mieux structurée, vous allez voir que c'est de l'économie. C'est la multiplication des opportunités en termes d'emploi. Parce que ce sont des compétences. Il faut arriver à déceler les compétences. On a vu pourquoi est-ce qu'en Allemagne, par exemple, la question de l'immigration, il y a eu au moment où les Allemands ont décidé de prendre une grande partie des immigrés au niveau de l'Europe. Parce que la population est vieillissante. Permettez-moi de vous couper à ce point-là, mais justement, en acceptant ces populations qui viennent, est-ce que le visa n'est pas la solution pour pouvoir faire une entrée sélective de personnes qui viennent? Parce que vous voulez attirer des compétences, mais pas tout le monde. Non, ce n'est pas nécessaire. Tout homme a une compétence intrinsèque. Ça va dépendre. Surtout nous sommes dans une zone où c'est l'agriculture qui est pratiquée à 100%. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir peut-être 200 personnes
qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont la capacité d'élaborer les terres et qu'au bénéfice d'un grand programme agricole, on puisse les reconduire à Alba. Je pense qu'en Italie, c'est la politique qui est mise en Italie. La plupart des immigrés qui arrivent là-bas, mais ils sont déversés dans les plantations. Voilà. Et en Chine, c'est pareil. Donc, mettons en avant l'agriculture. Et là-bas, on ne demande pas de diplôme, on ne demande pas de compétences particulières. Si tu as la capacité, tu as le courage de pouvoir labourer le champ, mais tu deviens utile. Voilà. Idrissa Keïta, à votre avis? Non, mais ce qu'il a dit, je le rejoins. Moi, ce que je voudrais dire, vous savez, quand un pays a des offres de travail intéressantes et qu'il est facile d'accès, même s'il n'est pas facile d'accès, il a seulement des offres de travail abordables, ça sera toujours le rush. C'est vrai qu'on allait vers la France, parce qu'historiquement, c'est le colon. Il y a une tradition qui est là. Mais c'est parce que la France était le pays le plus proche de nous. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en Italie, en Espagne, il y a certains pays où c'est plus open et que nos gens ont commencé à y aller. Maintenant, vous savez, dans ces pays-là aussi, il ne faut pas oublier une chose. Bien qu'ils soient ouverts à tous, là, mais là-bas, les choses sont structurées. La biométrie est une réalité. Justement. Par rapport à chez nous ici, évidemment, dans la sous-région, je me souviens, cette histoire de passeport biométrique a commencé en Côte d'Ivoire. On peut parler maintenant de phase test. Au temps du président Laurent Gbagbo, où on ne comprenait pas qu'il fallait aller dans la banque panafricaine pour payer l'argent et faire. Après, les gens s'y sont fait. Maintenant, tout le monde, tous nos pays là le font dans la zone. Et toujours avec la même banque d'ailleurs. Mais il a parlé du passeport biométrique et de la CEDEAO. Moi, la dernière fois que j'ai quitté Conakry, la Guinée, c'était sur la première moitié de 2023. En plus de trouver que le passeport biométrique, ils ont beaucoup avancé, j'ai noté que sur le dit passeport, il y a le logo de la CEDEAO. Ça a tout son sens. Et eux-mêmes, tellement qu'ils ont assimilé la biométrie pour un régime de transition, ils sont même à un niveau de carte d'identité biométrique et d'acte de naissance biométrique. Tout le contraire du Mali, où je suis en train même de mener des enquêtes, parce que là-bas, c'est carrément un camouflet. On a annoncé la carte biométrique. Il y a un passeport qui est biométrique, mais pas encore d'ampleur sous-régionale, mais une carte biométrique qui a commencé à apparaître au compte-gouttes. Mais il y a eu une polémique durant cette année 2023. C'était quoi? C'est cette carte biométrique-là qui allait être de fait la carte d'identité nationale, remplacer l'ancienne qui s'appelait Nina, et en même temps qui allait être la carte de vote. Il y avait le référendum en juin. Mais finalement, tellement qu'ils ont peiné à produire, à exécuter ça, quelque chose qui a été financé à plus de combien de millions et de milliards sur le budget national, a-t-on dit, ils ont été obligés de prendre des décisions, des décrets, des arrêtés pour que le passeport, la carte d'identité, même le carnet de famille, le permis de conduire, puisse permettre aux populations de voter. Donc, à cet instant où nous parlons maintenant, le pouvoir là-bas, ils sont en guerre avec une société qui aurait les bases de données biométriques, à qui l'ancien régime doit de l'argent. Il y a un tiraillement. Finalement, cette histoire de carte biométrique est mise sur le quai. Or, on voit, sur ces cartes-là, il y a le logo de la CEDEAO. Et on comprend que chaque pays est, si vous voulez, dans son programme d'état civil, qu'ils appellent presque tous le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Et à la longue, on comprend que tout va être uniformisé. C'est vrai qu'à court terme, c'est impossible, c'est impensable. Mais c'est vraiment vers ça qu'on va aller. Créer un truc, une base de données unique. Je crois que là, quand ça se fera, on pourra facilement suivre qui est où et qui fait quoi. C'est ce qui est la particularité de l'Europe. Dans notre jeunesse, nous on voyait ces choses-là à la télé, on était surpris de voir des policiers qui savaient où est-ce qu'ils étaient avec ce fameux film 24 heures chrono, ou quand quelqu'un faisait... C'est ce vers quoi l'Afrique veut aller, essaie d'aller. Mais j'avoue que nous sommes loin du compte pour nos problèmes de gouvernance, pour encore le fait qu'après plus de 60 ans d'indépendance, certains continuent de prôner la division sur fond religieux, sur fond sociopolitique. Et c'est vrai qu'on devrait quand même se mettre au-dessus de cela pour que ce concept qu'on a beaucoup mis en avant en Afrique, l'émergence, il soit une réalité. Alors, messieurs, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous laisser 30 secondes chacun. Quelle est votre vision, vos perspectives pour le visa? Est-ce qu'aujourd'hui, la suppression du visa égale développement, ou qu'est-ce qu'il faut très rapidement pour permettre à ce développement d'être effectif? Pour ceux qui suivent l'histoire de l'Afrique, il faut qu'ils sachent que c'est le concept d'intégration qui a mobilisé les Africains à aller vers l'indépendance. Parce que historiquement, c'était les mêmes réalités que les peuples africains vivaient.
Après, d'un point de vue philosophique, chacun a sa manière d'appréhender l'Afrique. Mais je veux dire que, au final, le visa est encore une barrière politique, culturelle, économique qui empêche l'Afrique de découvrir son plein potentiel. L'Afrique est un vaste marché. Il faudrait que les gouvernants voient en priorité la capacité de l'Afrique à pouvoir s'affirmer par elle-même et à pouvoir exploser économiquement. C'est ce que je peux dire. Merci, M. Sèche. Moi, je vous dirais que l'Afrique originale, n'oublions pas, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de barrières. Par exemple, prenons l'Afrique de l'Ouest. Au départ, ça s'appelait essentiellement l'Empire du Mali, pour sa grande majorité, par exemple. Donc, on voit que c'est après les indépendances qu'il y a eu des frontières ça et là, qu'il y a eu des barrières. Donc, quand les visas sautent, pour moi, lever de visa égale à proximité. Ça facilite l'accès, ça te permet d'être permanemment avec le voisin, l'autre, et de comprendre sa façon de voir les choses. Et comme j'ai dit, de concrétiser l'intégration qui est aussi appelée la coopération sud-sud. Si nous avons une coopération sud-sud très forte, on pourra avoir des objectifs communs, on pourra facilement se mettre ensemble et on pourra à la longue dicter notre ligne de continent à continent, mais pas de pays à continent. Merci en tout cas, M. Idrissa Keïta. Je rappelle que vous êtes journaliste consultant. Merci encore, M. Sèche Patrick de Souza, pour vos analyses. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. On peut le dire, la libéralisation du régime des visas n'est pas une solution miracle. D'autres réformes et d'autres investissements encore plus lourds sont à mener pour permettre une véritable intégration et un développement sur le continent. Merci et à très vite sur nos antennes.